et bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera consacré au Japon, mais pas n'importe lequel. Celui où la météo est chaude et humide. Celui d'un voyage en été, d'une parenthèse japonaise où je n'ai pas pu emmener mon caméraman dans ma valise, mais où je me suis improvisé reporter pour capturer les jolis instants de l'été qui nous tenaient à cœur de vous montrer. Ah, le Japon! Il y a tant de choses à dire, à voir, à expérimenter. Au Japon, on passe de l'ultra-moderne au traditionnel ancestral en un clin d'œil. Et il existe déjà beaucoup de vidéos YouTube sur ce sujet, donc je parlerai seulement de ce qui m'a happé durant mon court voyage. Tokyo au soleil levant, le train, la nature imposante et relaxante, la chaleur écrasante aussi, et les recoins cachés, les saveurs et les formes insolites comme ces fleurs crevettes, la sérénité des jizo et des jardins zen. Si je devais résumer ce court séjour à Tokyo, ce serait prendre le temps, écouter le bruit du Japon, marcher beaucoup et rêver de magie. Comme dit dans le précédent vlog, je fais partie d'une troupe de Yosakoi à Paris. Et cette année, nous nous sommes retrouvés au Japon en tant qu'équipe de France pour participer aux 70 ans du festival de Yosakoi de Kochi. Mais le Yosakoi, c'est quoi? En fait, c'est une danse folklorique née dans les années 50 à Kochi même. Car après-guerre, le moral était vraiment au plus bas au Japon. Alors pour redonner de la joie et de la motivation aux Japonais, est né le Yosakoi. Et ce fut un succès. De local, cette danse de groupe est devenue nationale et a même traversé les océans pour se diffuser dans le monde entier. Au musée du Yosakoi de Kochi, on peut découvrir plein d'anecdotes sur le sujet, notamment les affiches des premiers festivals qui ont donné vie à cette pratique, mais aussi les costumes et même les naruko que l'on peut fabriquer soi-même en atelier. Le naruko, c'est l'accessoire principal du Yosakoi et il est issu à l'origine d'un petit clapet agricole qui servait juste à effrayer les oiseaux. Pour ce faire, on utilise une base déjà découpée en bois, verni ou de couleur, puis on vient poser les abeilles. Ce sont les petits clapets. On les insère dans une petite barre métallique, qui au passage n'est pas évidente à mettre, et on vient fixer avec un tournevis spécial et collé. Les naruko classiques sont généralement cloutés, en plus d'être collés, pour les rendre plus résistants, mais il n'est pas rare qu'ils se cassent au moins une fois quand on est danseur de Yosakoi, à force de clapper pour obtenir son bruit très caractéristique. Une fois équipé de naruko, est venu l'entraînement intensif en équipe complète. Venant d'horizons et d'équipes locales différentes en France, on s'est retrouvés ainsi que quelques Japonais. On est même passé à la télé, qui était impressionné d'accueillir la première équipe de France de Yosakoi de l'histoire. Dit comme ça, c'est assez cool. Le lien vers les reportages est en barre d'informations pour vous montrer quelques petits extraits. Quelques petites corrections et calages de chorégraphie étaient nécessaires, un peu de retouche et de couture sur nos costumes également. Restés alignés et synchro, l'équipe était fin prête pour rejoindre les rues de Kochi pour défiler. Participer aux 70 ans du festival, 6 ans après avoir moi-même découvert le Yosakoi au Japon, était fantastique. À cette occasion, j'étais aori et danseuse, donc autant à défiler dans la rue que de raconter notre histoire. Les danseurs bleus étaient des démons et les oranges des voyageurs. Intense, joyeux, éprouvant, merveilleux, artistique, mémorable, les mots me manquent pour décrire tout ce que j'ai éprouvé à ce moment-là.
mais j'ai vraiment senti qu'une partie de moi appartenait à là-bas. Encore une farandole de mouvements et de cris, de couleurs et de joie, où la barrière de la langue n'existait presque pas, car nous parlions le même langage, même chez les plus jeunes, celui du Yosakoi. Cette belle parenthèse japonaise a bien occupé mon périple de vacances, et il était déjà temps de rentrer. Quoique, pas tout de suite, car une destination insolite m'attendait. Le hasard fait parfois bien les choses, et après avoir validé mon billet d'avion pour le Japon, avec grosse escale au retour par Shanghai, j'ai découvert le compte Instagram de Chris, une Française qui a vécu à Shanghai. Son livre est un mélange d'histoires, de carnets de voyage et de recettes, de petits restaurants à tester absolument et d'anecdotes. Autant vous dire que j'adore ce genre de livre. En une escale, je n'avais évidemment pas le temps de découvrir beaucoup, mais cela m'a donné bien envie d'explorer plus. Arrivé en fin de journée, j'ai donc pris le fameux Maglev, le train à suspension magnétique, pour rejoindre le centre-ville en 7 minutes chrono. Les maisons aux toits rouges défilaient à toute vitesse, entrecoupées de toits bleus, reconnaissables des usines. De plus en plus haute, la ville s'est alors offerte au crépuscule, puis de nuit. J'ai découvert le contraste entre l'omotenashi japonais, cet accueil chaleureux dont j'ai l'habitude, et la rudesse apparente chinoise, de ce que j'en ai expérimenté à l'aéroport du Mans. Mais derrière ce voile, s'est révélée une culture riche, passionnante et vivante qui m'était jusqu'alors presque inconnue. En fait, mon amour pour le Japon a longtemps fait de l'ombre aux autres pays d'Asie, et aujourd'hui une nouvelle porte de découverte s'ouvre à moi et me donne envie d'en savoir encore plus sur ces autres cultures. Une petite gourmandise mignonne commandée dans un anglais chinois fébrile pour la route, et il était déjà temps de repartir avant l'arrivée du méga typhon. Comme dirait mon grand-père, c'est ça les voyages. J'ai été raisonnable cette année et j'ai fait des achats uniquement au coup de cœur. Disons qu'au fil de mes voyages au Japon, je me suis un peu assagie. Parmi ces souvenirs de voyage, il y a d'abord les omiyage évidemment. Ce sont les souvenirs à offrir, gourmands ou jolis. Dans la mesure du possible, petit budget. J'ai donc déniché quelques chouettes trouvailles pour offrir et aussi un petit peu pour moi. J'ai également trouvé de beaux tissus pour l'atelier Kurumi. J'ai pensé à des créations sur plusieurs saisons avec une grande attirance pour le vert foncé et le doré, mais pas que. J'ai prévu de faire 2 petites capsules kawaii à venir cette année, dont voici un petit aperçu des tissus. Ensuite, j'ai fait le plein de jolis papiers washi, car vous avez bien aimé les copines Kokeshi, les poupées japonaises, et j'ai bien envie de travailler sur des Kokeshi Boys sous forme de cartes. Enfin, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre sur les onigiri, avec une recette par jour pendant 365 jours. Il faut savoir que j'ai un lien très fort avec l'onigiri, car c'est la première recette que j'ai apprise à faire dans la cuisine japonaise. Alors j'ai eu envie de vous sonder sur Instagram pour m'aider à choisir 5 recettes à partir de 5 dates. Donc parmi toutes ces dates que vous m'avez données, j'en ai sélectionné 5. Et donc c'est parti pour découvrir ces 5 recettes ensemble. Pour chacune des recettes, il faut une portion de 150 g de riz cuit. Alors, la première recette est celle du 30 mai. C'est l'onigiri jambon, kaiware, jeune pousse de radis et œufs. Les ingrédients sont plutôt simples, en dehors des pousses de radis que je n'ai pas trouvées pour mon après-midi cuisine. J'ai donc mis à la place de l'ail des ours pour le petit côté forestier. Deuxième recette, celle du 14 juin. C'est la recette des onigiri au hishiebi ou mini crevettes séchées, maïs et fromage. J'ai préféré choisir des mini crevettes fraîches que j'ai fait revenir dans du saké, mélangées ensuite au riz et aux ingrédients pour former un bel onigiri. Troisième recette, le 18 août, c'est celle du taco rice, la spécialité d'Okinawa, l'île la plus au sud du Japon. J'avais envie d'une recette végétarienne, donc j'ai remplacé le bœuf haché par du haché végétal, et je dois dire que le goût du taco rice était plutôt fidèle. Quatrième recette, c'est celle du 31 octobre, l'onigiri d'Halloween.
C'est la recette la plus simple à faire, même avec des enfants. Il vous faut un peu d'oignon, du ketchup, du bouillon en poudre et un peu d'algues nori pour faire les yeux. Enfin, la 5e recette est celle au saumon mariné grillé, fromage et oignons frits pour le 4 novembre. Celle-ci m'a rappelé des souvenirs quand je travaillais au restaurant de Bento en région parisienne et que je mangeais les invendus de saumon tous les jours. Avec juste un peu de riz chaud, j'écrasais le saumon, ce qui parfumait délicieusement le riz. Avec du fromage et des oignons frits, je dois dire que la petite fille que j'étais qui n'aimait pas le saumon est aujourd'hui conquise. Quand on rentre de vacances ou de voyage, il y a toujours un petit temps pour retrouver ses repères, se remettre du décalage horaire si on est parti un peu loin, ouvrir son courrier, découvrir les cartes postales ou les colis qu'on a reçus de créatrices inspirantes. Pour ma part, j'ai reçu une petite création upcyclée faite en céramique chinée par Odile de Brace Cottage que j'ai découverte récemment sur Instagram. J'ai aussi reçu un très joli vêtement qui était un prototype de la collection de juin cousu par Johanna de Revintaria. Et je l'adore. Cette salopette aux airs de nature ne m'a plus quitté tout le reste de l'été, tant elle était agréable à porter. Paris est toujours plus calme à cette période et c'est vraiment plus agréable de déambuler dans les rues. Il y a moins de monde dans le métro, la ville a l'air moins pressée que d'habitude. Ce dernier temps de pause estivale est d'ailleurs idéal pour profiter du plein air et de la douceur ambiante, faire le plein de nature encore foisonnante avant la pause automnale. Rien de tel que les bords de Marne pour ça et ces coins de nature cachés. L'eau coule et emporte avec elle les résidus de stress et apaise la fatigue. On a même fait des rencontres insolites. Il y avait plein de petites grenouilles cachées dans le décor. Vous les voyez ? Les roseaux sifflaient et les grenouilles bronzaient. C'était agréable et fascinant de les regarder. J'aurais pu les regarder pendant des heures. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo en vadrouille au Japon et tranquillement dans des recoins de région parisienne. J'espère vous avoir fait voyager un peu en Asie et donner envie de manger des onigiri. Sur ce, je retourne à mes plans de mini-maison car il semblerait qu'un chantier soit sur le point de commencer.